Claire-Jutta, bonjour. Bonjour, Vous êtes basée à Saint-Hilaire-de-Vauste. c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Vous êtes d'ici ou... Pas du tout, pas du tout. Non, non, moi je suis de Lorraine, je suis de Metz et je suis partie à Paris pour travailler dans la haute couture. Voilà, j'ai fait de la couture, je suis restée 38 ans à Paris et en fait je suis tombée amoureuse de la Vendée. Grâce à une amie qui habitait au Busseau d'ailleurs. Voilà. Et le week-end, je faisais la navette avec Blablacar, je traversais toute la Vendée pour aller chez mon amie au Busseau. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et en traversant, elle me faisait visiter les châteaux, la région, le marais Poitevin. Et je suis tombée amoureuse de la Vendée. En fait, ce qui me plaît en Vendée, c'est qu'on a la mer, mais c'est pas la Méditerranée, c'est une mer qui est vivante. On a un climat qui me convient tout à fait, il n'y fait pas trop chaud, enfin, sauf peut-être en ce moment, mais ça c'est un peu exceptionnel. Mais voilà, c'est un climat qui me convient, il y a suffisamment de fraîcheur. Voilà, toute ma famille habite dans le Midi, je ne supporte pas le Midi. Moi, à partir de Pâques, j'y mets plus les pieds parce qu'il fait trop chaud. Je ne sais même pas comment font les gens pour travailler dans le Midi. Donc je suis vraiment tombée amoureuse de cette région que je trouve très très riche au niveau historique, où il y a énormément de choses à faire et vraiment quand je me suis vue en retraite ici, quoi. Voilà. Donc j'ai acheté une petite maison qui était à retaper, hein. Voilà, et comme beaucoup, et j'y suis très très bien. Voilà, j'ai pas du tout envie de quitter ma Vendée. Bon, c'est parfait. La broderie maintenant. Alors la broderie, il y a quelque chose qui vous a amené à la broderie aussi. Oui, alors là aussi, ça a été le pur hasard. En fait, pour faire court, mes grands-parents étaient couturiers, ils étaient tailleurs à Paris. Moi, j'ai pas connu mon grand-père, mais ma grand-mère m'a appris à coudre dès le plus jeune âge. Moi, j'étais très très bricoleuse. J'avais tout le temps des ciseaux, des aiguilles et des tas de trucs dans les doigts. Et ma grand-mère m'a fait tenir une aiguille, je sais pas, la première fois, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Donc, tout de suite, j'ai fait des ourlets, monté des manches, fait des boutonnières. Enfin bon, elle m'a appris vraiment tout le métier, toute petite. Donc moi, dès le plus jeune âge, je ne voulais être que couturière. C'était vraiment mon leitmotiv. Jamais changé d'idée. Je suis rentrée donc à la chambre syndicale de la couture à Paris, où j'ai passé 2 ans. Et en fait, j'habitais chez ma grand-mère. J'habitais l'appartement de ma grand-mère, j'avais des cousins qui habitaient aussi le quartier, des cousines en tout cas qui avaient à peu près mon âge. Et il y en avait une qui me parlait d'une classe de broderie qu'elle avait dans son école. Donc j'ai voulu un jour aller voir ce que c'était. Je suis tombée, je venais de terminer en fait mes études de couture. Je passe devant l'école qui était vraiment à côté de chez moi. Je vais voir cette classe de broderie. Et je suis tombée, je ne m'attendais pas du tout, je pensais que c'était les filles qui faisaient des lettres, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout, je vois des métiers à broder, des perles, des paillettes, enfin vraiment le truc, je suis tombée en pamoison là-dessus. Et je dis à la prof, je crois que vous avez une élève pour l'année prochaine. Donc, voilà, et je suis rentrée donc chez Monsieur Lesage, qui est un brodeur parisien. Alors il y a 5 grandes maisons de broderie à Paris, il n'y a pas que lui, mais il est considéré comme un des plus grands brodeurs à Paris. C'est surtout que c'est une maison qui date de Napoléon III, donc qui est très ancienne, donc il y a une histoire très très riche, ce que n'ont pas les autres maisons, qui sont beaucoup plus récentes. Et c'est vrai qu'on avait une qualité de travail. Moi j'ai fait toutes les maisons, vraiment toutes les maisons. Et j'avoue que chez Le Sage, il y avait une rigueur dans la minutie, dans le travail qu'on n'avait pas chez les autres. Le meilleur brodeur du monde pour vous, c'est qui alors? Alors, pour moi, les meilleures brodeuses, c'est pas une personne, c'est un ensemble de gens qui sont en Chine, qui sont dans la région, si je ne me trompe pas, de Sichuan, et qui font des broderies absolument exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Et je pense que pour réaliser ces broderies-là, il faut avoir une qualité de travail qu'on est très très loin d'avoir, très très loin. Je mets au défi les filles de Le Sage de réaliser ces broderies-là. C'est impossible. Je connais une Française qui a pris des cours justement en Chine pour faire ces broderies-là, et je peux vous dire que c'est quelque chose. Elle travaille en fait avec ce qu'on appelle de la soie floche. La soie floche, qu'est-ce que c'est? C'est de la soie qui n'est pas travaillée.
Donc vous avez des échevaux et vous tirez les fils comme ça, qui viennent comme des cheveux, et vous les roulez sur la cuisse, vous fabriquez vous-même votre fil. Donc déjà pour réaliser ça, il faut déjà avoir un sacré coup de main, voilà, déjà ça. Et les fils qu'elles utilisent sont d'une finesse, c'est plus fin qu'un cheveu. C'est réellement plus fin qu'un cheveu. Et c'est un travail qui est absolument phénoménal. C'est cette région qui réalise des broderies où vous voyez par exemple un chien d'un côté, et vous tournez, et de l'autre côté vous avez un chat. Et c'est le même tissu, hein. C'est pas deux tissus collés. C'est un truc, ils n'arrivent pas. Moi, je sais pas comment elles font. C'est quelque chose de phénoménal. Elles ont une technique pour faire des fondus de couleurs, mais c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le top. Dans le monde entier, c'est le top. Donc en 96, j'ai quitté les ateliers, j'ai créé ma propre société. Et alors c'était une société artisanale, hein, je faisais de la broderie pour des clients personnels particuliers. Et en même temps, j'ai commencé à donner des cours. Alors, pas vraiment pour gagner de l'argent, c'était parce que j'avais remarqué une chose, c'est que les femmes aujourd'hui, la plupart, 99% des femmes ne travaillent plus du tout de leurs mains, elles font plus les vêtements de leurs enfants, elles font plus les tricots, elles font, bon, sauf celles qui sont vraiment bricoleuses, mais en grande majorité, elles vont tout acheter ou sur les catalogues, sur la ou dans les magasins. Donc elles ne travaillent plus de leurs mains. Et elles n'ont plus la connaissance, elles n'arrivent plus à reconnaître en fait ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. Et on peut leur vendre de la dentelle pour de la broderie, inversement, enfin elles y connaissent rien du tout, rien du tout. Et en fait j'ai créé ce petit cours justement pour qu'elles aient un petit peu de doigté, et réellement en l'espace d'une semaine ou deux, quand elles allaient dans les magasins, elles reconnaissaient le travail qui était réellement fait en machine et celui qui était réellement fait en main. On ne pouvait plus les tromper. Et c'est très rapide en fait, il n'y a pas besoin de faire des études extraordinaires, de travailler 10 ans dans un métier. Elles arrivent à reconnaître ce qui est fait, ce qui est bien fait et ce qui est mal fait en plus. Donc c'était vraiment un pari gagnant. Et puis un jour j'ai eu une japonaise qui m'en a amené une deuxième, une troisième. Un jour j'ai une qui m'a dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer le CAP? Et c'est venu comme ça. Et en fait de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des cours à l'année, c'est-à-dire qu'elles arrivaient en septembre, elles repartaient en juin, elles suivaient tout le cursus scolaire chez moi. J'étais devenue un centre de formation, une école privée, mais petit à petit en fait, hein, petit à petit, et je n'ai eu quasiment que des japonaises. Comment on est encore brodeuse en 2025? Eh bien parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, l'artisanat, dans les écoles, c'est pas quelque chose qui est valorisé. C'est-à-dire qu'une fille qui n'arrive pas très bien à suivre en classe, en seconde, en première ou même en troisième, on l'oriente automatiquement vers les métiers manuels. Voilà. T'es con, tu sauras travailler de tes mains. C'est un peu ça. Alors que c'est un peu le contraire. Pour pouvoir travailler correctement de ses mains, il faut vouloir, il faut aimer ça. Si on n'aime pas, on peut pas être un bon artisan, hein, un bon ouvrier. Et deuxièmement, il faut savoir lire et compter. Hein. Si on ne sait pas lire et compter, on ne va pas aller loin, quoi. Donc moi je me suis un peu battue avec ça, avec certaines directrices d'école, hein, directeurs d'école qui venaient me voir et qui me disaient ah ben on est content de vous voir parce que on cherche des écoles pour nos élèves qui ne suivent pas. Ben oui, mais si elles ne suivent pas, faites-leur faire des ménages, mais pas de l'artisanat, parce que faut suivre en artisanat, croyez-moi. Et moi j'ai eu des élèves, enfin pas des élèves, mais des collègues de travail chez Le Sage notamment qui détestaient la broderie. Ça me paraissait hallucinant quand même. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand elles avaient choisi leur métier, parce qu'on leur demandait de choisir un CAP, elles avaient choisi couture, qui était déjà une voie de garage, et elles arrivaient dans une école où il y avait une classe de broderie, il n'y avait plus de place en couture, on les collait à la classe de broderie. La classe de broderie, c'était la voie de garage de la voie de garage. Voilà. Donc moi, j'ai été une des premières à vouloir faire de la broderie, à créer quelque chose pour moi. Et les profs, elles m'ont appris des trucs qu'elles n'ont jamais appris aux autres élèves, parce que les autres élèves n'étaient pas du tout motivés. Bonjour monsieur. Elles n'étaient pas du tout motivées.
Donc c'était vraiment... elle voulait peut-être faire autre chose. Moi j'en avais qui travaillaient, enfin qui aimaient la cuisine, qui auraient voulu rester chez elle, hein, voilà, et qui ne pouvaient pas parce qu'elles se sont retrouvées dans des CAP comme ça, quoi. Donc c'est ça qui est terrible en France, c'est qu'en Allemagne c'est pas du tout ça. En Amérique, quand vous passez ce qui équivaut au baccalauréat, vous pouvez passer des options. Une des options, c'est la broderie ou la couture. En France, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas passer votre bac avec option broderie. Ça n'existe pas. Non, il faut de la musique, il faut des choses prestigieuses. La broderie, c'est pas prestigieux. Voilà. La broderie, la dentelle. On va vous dire, oui, mais alors il faut tellement de gens, tellement de jurys. Il faut comment les Américains Ils y arrivent, hein, et pourtant ils sont plus nombreux que nous. Hein. Non, c'est... Et puis en Allemagne, c'est très valorisé le travail manuel, très valorisé. En France, moi j'ai eu le statut de maître artisan métier d'art. Ça n'évoque rien à personne. À personne. Maître artisan, ça n'évoque rien. Alors que pour être maître artisan, il faut un certain nombre d'années de travail, il faut avoir formé des gens pendant un certain nombre de temps. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quand même d'être maître artisan. Quelqu'un qui est maître artisan, c'est qu'il a quand même un bagage professionnel derrière lui qui est quand même conséquent. Et maître artisan en métier d'art, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise vraiment son métier artistique. C'est pas rien. Vous croyez que les gens, ils vont payer plus cher? Non, pas du tout, ils s'en foutent complètement. Non. Alors, la qualité, ça dépend de si c'est une machine ou si c'est un humain? Non, pas du tout. Non. Parce qu'il y a des machines qui font un excellent travail, même les machines à coudre. J'ai vu des personnes qui travaillent avec une machine à coudre basique. Elles enlèvent le pied de biche, qui entraîne le tissu, elles enlèvent la grille qui est dessous, elles mettent un cadre et à la main, elles font, vous voyez, du remplissage comme ça. Elles font des trucs, mais celles qui maîtrisent leur machine, elles font des trucs à tomber par terre. Je ne suis pas capable de faire ça parce que je ne me suis pas penchée sur la question, je ne me suis pas entraînée. C'est une question d'entraînement, c'est une question de maîtrise de la machine. Ça m'a jamais, j'ai jamais fait ça. Mais moi j'en connais qui font des trucs, mais qui font 3 mètres sur 3 mètres. Hein. C'est pas des petits modèles, c'est pas des petites choses. Et c'est vraiment, c'est un métier, c'est une technique que je trouve absolument extraordinaire. Bon, moi j'utilise une machine qui s'appelle la machine Corneli, qui est l'ancêtre de la machine à coudre. Cette machine, c'est une machine qui a un crochet, donc le point de base, c'est la chaînette. C'est une machine qu'on utilise beaucoup dans les ateliers de broderie haute couture pour une raison toute bête, c'est qu'elle réalise la même chose que ce que nous faisons nous à la main. Quand vous aviez des élèves, vous partiez d'un dessin, d'un schéma. Oui, exactement. Alors on fait un dessin, il faut savoir que en broderie, quand on travaille pour des clients de la haute couture notamment, ou dans le prêt-à-porter, on peut avoir 400, 500 répétitions d'un même motif. Hein, on fait tous les modèles de toutes les tailles, mais avec le même motif. Donc il n'est pas question qu'on fasse ça à la main levée sur un modèle, c'est pas possible. Non. Donc on utilise des calques. On fait d'abord, quand on travaille comme ça, on réalise déjà un échantillon. C'est les brodeurs qui font les échantillons de broderie. C'est pas les couturiers qui nous les proposent. C'est nous qui proposons des échantillons. Donc si un couturier choisit, je sais pas moi, une fleur avec un galon, on va réaliser le dessin sur le patron. Pourquoi? Parce que dans haute couture, s'il y a des coutures, les dessins ne sont pas comme ça. Hein. Il faut qu'ils soient bien l'un en face de l'autre, il faut que toutes les paillettes soient dans le même sens. Donc on a des dessins techniques qui sont extrêmement précis, vraiment précis. Ces calques, une fois que c'est accepté par le client, on met ça sur calque. Les calques sont perforés avec une machine.
une petite machine qui a une aiguille qui va très très vite, hein, on appelle ça une piqueuse. Donc on fait on refait tout le dessin avec tous les on a des tracés différents par couleur, parce qu'une fois que c'est poncé, enfin une fois qu'on a mis le dessin sur le tissu, on ne sait plus où se trouvent les perles, les paillettes. Donc selon les références, on a des piquages un peu différents. Ça peut être des petits traits, ça peut être une ligne droite, ça peut être un trait oblique, un trait, un point, 3 petits points. Enfin, on a des petites références comme ça, et après on met dans la légende, on met tous les dessins qu'on a fait, et avec en face la référence du fil, de la perle, de la paillette, voilà. C'est l'huile de coude. L'huile de coude. Avec la Cornélie, croyez-moi, il y a de l'huile de coude. Et l'huile de genou aussi. Parce que Alors, Claire Lyotin, on va vous voir le 28 septembre au Busseau. Oui. Vous viendrez avec une machine? Oui, avec la Cornélie. D'accord. Donc nos visiteurs pourront avoir le plaisir de vous voir travailler, exactement. en temps réel. En temps réel, voilà. Et puis de se faire des petites choses s'ils ont envie, sur un chemisier, sur un torchon. Je peux écrire une petite phrase rigolote. Je m'en suis fait pour moi, alors voilà. Ça peut être sympa, ou même pour un petit cadeau de baptême, ou sur un petit drap d'enfant. On peut toujours faire des petites choses sympathiques. Voilà. Je vous remercie. Ben, merci à vous. C'était un plaisir. Merci bien.